je vais laisser la place à Francesco qui va vous faire la Filiconi 79. Comment ça va en bas? Okay. C'est pas très visible. Bon. Alors, allô tout le monde. Bon, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de cet objet un peu particulier, qui est une sorte de machine de la mémoire, ou machine rhétorique, ou même machine combinatoire, qui est issue de la spéculation utopique de l'humaniste de la Renaissance, Giulio Camillo del Minio. Une machine qui a été conçue et jamais réalisée à Venise au XVIe siècle, donc le début du XVIe siècle. Donc, il s'agit d'un théâtre mnémotechnique, c'est un théâtre en ligneux, à échelle réduite, qui lie l'art de l'oratoire et l'image à l'intérieur d'un cadre d'architecture inspiré par des règles de Vitruve, donc l'architecture classique romaine. Ces théâtres devaient refléter les proportions et l'harmonie du monde et devenir la projection réelle, ou l'arche, comme c'est souvent dit au Moyen-Âge, de la mémoire entière. Donc en termes simples, c'est un objet, un théâtre qui est rempli d'images reliées à des discours. Bon, je vais esquisser une courte biographie de cet homme, et après on va tenter de restituer une image de l'état du monde qu'il habitait, de comprendre le fonctionnement de ce théâtre, son protocole d'activation, son mécanisme complexe et parfois occulte, et l'influence que la tradition hermético-kabbalistique a infusée à cet objet, et les raisons aussi pour lesquelles un objet si bizarre et si particulier à cette époque, donc la Renaissance, semblait non seulement possible, mais peut-être même nécessaire. Alors, je que ces images. Bon, mais qui est cet homme, Giulio Camillo del Minio, qui au XVIe siècle, désolé, fut si célèbre et dont aujourd'hui nous avons presque tout oublié? C'est un homme que ses contemporains regardaient avec une crainte quasi révérentielle, comme on regarde un dieu, un sorcier, puisqu'on lui attribuait des pouvoirs qui débordaient largement l'humain. Et ça, c'est dû à cet objet qu'il a conçu. Donc Del Minio naît autour de 1480 dans le Friuli, au nord de l'Italie, et se forme entre Padoue et Venise. Il est à la fois lettré, philosophe, orateur, poète et figure ambiguë. Magicien solaire pour les uns, charlatan et intrigant pour les autres, cet homme est imprégné de doctrines néoplatoniciennes et fréquente le cercle littéraire plus raffiné de l'époque. Donc il est ami d'Arioste, il est ami de Bembo, il est ami de Titian. Et c'est sans doute une des figures plus en vogue et plus étrange en fait de cette première partie de la Renaissance, surtout dans la Vénétie. Donc c'est un homme qui fout beaucoup de choses à la fois, simultanément et intensément, comme si plusieurs vies s'entrecroisaient en lui, chose qui rend difficile aujourd'hui séparer un peu les fils qui composent son existence. Mais il y a juste une chose qui est certaine, avec beaucoup de distance, c'est qu'on lui doit une transformation majeure de la grande tradition de l'art de la mémoire. Ou plutôt, Camillo fait ci de sortir l'art de la mémoire du cosmos médiéval pour lui ériger un temple au corps de la Renaissance. Donc Camillo fut professeur dans de différentes académies, mais il va consacrer la plupart de sa vie à cette entreprise, cette étrange, donc la construction de ce théâtre, qui devait contenir l'intégralité du savoir humain. Et comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, avec certaines de la chance et d'autres non, il cherche des financements tout le temps pour achever son projet. Et c'est un projet qui devient un rêve obsessionnel, un projet presque faustien qui dévore sa vie. C'est une œuvre démesurée qui absorbe l'entièreté de son existence et bon, au final le fait ruiner totalement. Et donc on peut dire oui qu'il est une sorte de Prométhée de la mémoire ou Fitzcarraldo de la mémoire. Donc il y a une espèce d'hubris qui est très particulier à la Renaissance. En fait, cette idée de pouvoir, à travers une machine ou à travers un système mnémotechnique, de donner à l'homme un pouvoir presque divin. En fait, une mémoire augmentée ou au Moyen Âge, c'est appelé mémoire artificielle. Je vous lis juste une lettre très courte d'un type qui s'appelle Willi Zwickem, qui écrit en 1532 à Erasme de Rotterdam, en autre grande figure de la Renaissance, mais plutôt de versant rationnel ou philologique. C'est une lettre qui Villio écrit à Erasme en disant que tout le monde parle de ce Camillo, qui est une star absolue.
Alors, il dit, on dit que cet homme a construit un certain amphithéâtre, une œuvre d'ingéniosité admirable, où quiconque y sera admis comme spectateur pourra discourir sur n'importe quel sujet avec une éloquence comparable à celle de Cicéron. On dit aussi qu'il a rassemblé dans des lieux déterminés tout ce que l'on trouve chez Cicéron et qu'il l'a disposé en ordre et degré de figure, avec un génie presque divin. C'est une lettre qu'il écrit donc à Erasme. Et à la fin de cette lettre, Viglio dit aussi que Camillo construit ce théâtre, c'est un modèle en bois assez petit, pour le roi de France, François Ier, qui lui a donné 500 ducats d'or, donc un chiffre très grand, dont quand même Camillo se plaint parce qu'il en voulait beaucoup plus. Et en fait, avec cette chiffre et la construction de ce théâtre, le théâtre, en fait, il a une unique adresse. En fait, c'est pour le roi de France, et son fonctionnement, qui est secret, il n'y a que Camillo qui le connaît, et s'il aurait payé plus, il lui aurait dévoilé ses secrets. Donc lui, il dédie toute sa vie à faire le théâtre pour le roi de France, qui après ne le paye plus. Donc Camillo tente de trouver d'autres financements et d'autres personnes. Il le trouvera à Milan. Donc ce théâtre est capable de produire l'éloquence et de contenir tout Cicéron. Chose qui aujourd'hui n'est pas si importante, mais à l'époque était assez considérable. Mais c'est un théâtre qui peut se comprendre, c'est le travail qu'a fait Fabien sur la Cappella degli Spagnoli, en revenant à une tradition un peu plus ancienne, celle de l'ars memoriae, l'art de la mémoire. En fait, une tradition qui n'a jamais cessé de circuler en Occident, mais qui a changé plusieurs fois son visage. C'est une technique rhétorique dans l'Antiquité, une vertu morale au Moyen-Âge, et à la Renaissance, une puissance cosmologique et magique. Donc, je veux faire une courte histoire de qu'est-ce que c'est l'art de la mémoire. En fait, l'invention mythique remonte à Simonide de Séos, au 5e siècle avant l'ère commune. Simonide est invité à un banquet. Il est invité au banquet pour faire un poème. Le poème, il n'est pas payé entièrement, il n'y a que la moitié qui est payée. Simonide se vexe, il sort en instant du banquet et le bâtiment s'effondre. Tous les invités meurent. Voilà, c'est un type assez vindicatif. Les corps sont méconnaissables. Mais Simonide, il arrive à identifier tous les morts. Pourquoi? Parce qu'il se souvient de la place exacte que chacun occupait autour de la table. Donc on ne parle pas d'un souvenir qui est juste affectif, mais on parle de mémoire qui est spatiale et de position. Et c'est précisément là qu'est né le principe fondamental et très simple de l'ars memoriae, qui est on retient en plaçant et on mémorise en construisant des lieux. Donc, c'est cette technique que la rhétorique antique, dans l'époque romaine, va formaliser dans les traités attribués à Cicéron, donc De Inventione, De Oratore, et surtout dans un traité dont l'auteur est inconnu, qui s'appelle Ad Rhennium, donc on a juste la personne à qui il était adressé, et qui pendant longtemps va être attribué à Cicéron comme le deuxième volet dans notre livre. Et en fait, ces traités ils vont formaliser que la mémoire artificielle repose sur une méthode architecturale. D'un côté, il y a les loci, les lieux, de l'autre, les imagines, les images. On se construit mentalement un bâtiment, donc dans ce cas, nous avons un amphithéâtre, mais ça peut être un portique, ça peut être un palais, ça peut être un temple. L'important, c'est que l'image qu'on place à l'intérieur de ces espaces soit très nette. C'est la raison souvent pour laquelle dans les manuscrits médiévaux, nous trouvons des monstres ou des bestiaires. Les images doivent frapper, doivent être étonnantes, parce que plus l'image est étonnante, plus elle s'imprime dans la mémoire. Il y a tout le temps la métaphore de la cire où on peut imprégner quelque chose. C'est une métaphore d'Aristote qui revient tout le temps. Donc, des choses qui peuvent s'imprimer. Et ensuite, on peut circuler à l'intérieur de ces espaces pour retrouver dans l'ordre les choses qu'on y a posées, qui sont les éléments d'un discours. Donc, cette mémoire est d'abord une technique d'orateur. Elle sert à retenir un discours, à organiser une argumentation et aussi, en finale, à faire tenir en performance. Et c'est pourquoi Cicéron peut dire dans le De Oratore que sans mémoire, l'éloquence s'effondre. Nous avons besoin des images. Alors, ces besoins d'images pour soutenir un discours, ça a été critiqué souvent. Il y a Platon, c'est intéressant, Derrida reprend tout ça dans la pharmacie de Platon, pose une critique célèbre dans le Phèdre en parlant de mythe de Théoute. Théoute, c'est un dieu qui invente l'écriture. Elle la présente au roi Taumos
comme un remède. C'est une technique qui va augmenter la mémoire, l'écriture. Mais Tamous, roi, répond que l'écriture n'est pas un remède, c'est une poison, parce qu'elle risque de produire l'oubli. Parce qu'elle va donner aux hommes juste l'illusion de savoir quelque chose sans la savoir. En fait, l'écriture devient juste une imputation de la mémoire, en fait. On n'est plus obligé à apprendre. Platon, donc, c'est important, on ne pense pas la mémoire comme une technique d'ailleurs. Pour lui, la mémoire est l'activité fondamentale de l'âme, parce que nous avons des idées, et en fait, la tâche de l'âme, à travers la mémoire, c'est revenir à ces idées que nous avons déjà en nous pour les réactiver. En fait, on a déjà d'autres vies, et ces mémoires, elles sont là. Il faut juste les réactiver et s'en approprier. Donc, c'est une mémoire qui n'a pas vraiment à voir avec la rhétorique, mais vraiment un mouvement de la vérité antérieur à l'âme. À l'inverse, Aristote, qui va être beaucoup plus utile pour la première partie de l'art de la mémoire dans le Moyen-Âge, a une autre fondation de la mémoire. En fait, la mémoire est liée à l'expérience, aux impressions sensibles et aux images mentales. L'intellect ne connaît pas sans images. Il y a une formule qui va traverser toute la scolastique, c'est nihil potest homo intelligere sine phantasmate. L'homme ne peut pas connaître ou rien comprendre sans images. Et donc, au Moyen-Âge, cette formule va être très forte et la mémoire artificielle va se déplacer. Bon, elle va quitter le champ de la rhétorique pour rentrer dans le champ de l'éthique. Il y a Albert le Grand et Thomas d'Aquin qui vont être les grands maîtres de tout ça, de l'art de la mémoire, qui va devenir une partie de la vertu cardinale de la prudence, dont il y a une allégorie très célèbre de Titien, qui est de l'époque. Donc, la prudence ici ne devient pas en qualité pratique, mais devient en structure temporelle. Elle articule passé, présent et futur. Donc la mémoire devient une mémoire active, une mémoire qui oriente l'action. C'est une mémoire qui est capable de tirer des enseignements du passé pour agir correctement dans le présent et prévoir l'avenir. Donc la mémoire devient un habitus moral. Et c'est ici que l'ars memoriae cesse d'être un simple dispositif mnémonique. Elle devient une discipline de l'esprit. Elle devient presque une ascèse. Donc il faut apprendre à se souvenir pour pouvoir se conduire dans le monde. Et c'est pourquoi dans le monde médiéval, la mémoire artificielle prend souvent forme religieuse, donc elle sert à retenir des sermons, des passages bibliques et aussi des structures de méditation. Et puis vient la Renaissance, après cet excursus sur l'art de la mémoire dans l'Antiquité, et elle propose une nouvelle mutation. Alors, la mémoire artificielle revient avec les structures aristotéliciennes, mais dans un contexte platonicien. Un platonisme qui est filtré par Ficino, figure très célèbre de l'hermétisme, et qui a une idée. L'homme est un microcosme capable de refléter le macrocosme, c'est-à-dire la mens humaine, l'esprit humain, est juste un reflet d'un esprit divin. Et ça, c'est réactivable à travers des techniques. Et c'est là que la mémoire devient cosmologique. Elle n'est plus seulement en technique ou en vertu, elle devient en puissance de saisir des correspondances et organiser le monde que nous habitons. Et c'est précisément dans ce moment-là que se situe Camillo, au point où la mémoire, devenue machine, peut prétendre de donner au savoir une forme visible. Donc, dans ce théâtre, comme je disais au début, Camille entend représenter par des lieux matériels un véritable topique. Alors, il utilise aussi l'alphabet d'Aristote, mais on ne va pas compliquer la chose de plus avec la symbolique et des combinatoires. Mais bon, dans ce théâtre, il entend représenter tous les arts et toutes les sciences, visualisés au moyen de symboles, puis mémorisés dans des cartouches qui sont distribuées en septordres ou degrés. Et ces figures, en fait, constituent une espèce de somme paradigmatique du savoir. À travers ce théâtre, si on connaît le mécanisme et son protocole, on peut saisir jusqu'à la notion la plus minuscule toute la connaissance. En fait, après, on parlera un peu de comment il est structuré, mais bon, il y a 7 colonnes, il y a 7 degrés. Bon, c'est tout divisé par 7, en fait. Donc, cet édifice de la mémoire doit représenter, dans une vision unitaire, plus ou moins, la série organique et harmonique de l'univers. Donc, comme vous voyez, après, c'est un théâtre qui a inversé le rapport entre spectateur et acteur. C'est-à-dire, c'est un théâtre qui est conçu pour une personne. Toute la place qui est dédiée aux spectateurs est substituée par des images, des allégories, des cartouches avec des textes, des dialogues. Donc, qui représentent tous ces petits noms-là qu'on va voir plus tard, parce que vous n'arrivez pas à lire. Donc, il faut juste savoir que la partie basse, en fait, est composée par des séphirotes, donc les noms divins des anges dans la Kabbale, et des idées platoniciens qui sont des lieux éternels de la mémoire, en fait, où on imprime les choses. Bon, donc Camille avait unifié tout dans cette espèce d'encyclopédie immense.
Mais ce qui compte, bon, c'est pas seulement son ambition encyclopédique, c'est le mode de fonctionnement de cet objet, qui est une machine rhétorique, donc un dispositif qui transforme la mémoire en opération. Concrètement, Camillo reprend donc le chemin du théâtre véturvien, donc du théâtre roman, mais il place le spectateur disciple au centre de la scène, le spectateur initié même, on peut dire, et utilise comme lieu mnémosique la cave, donc l'endroit où avant étaient placés les spectateurs, tous les gradins en fait. Il y en a 7 par 7, donc il y en a 49. Et donc c'est ces petits portes imaginaires qui sont ouverts sur des rangées qu'on peut monter. Et oui, donc tout est peuplé d'images, en fait, des images agentes. Hein, c'est des images qui sont capables de rappeler à la mémoire tout un réseau d'associations qui, potentiellement, à travers la combinatoire, est infini. Donc, nous avons 7 gradants, donc, qui sont scandés par autant de 7 colonnes, qui représentent les colonnes de la maison de Salomon, donc de la sagesse de Salomon, qui représentent aussi 7 planètes qui sont posées en bas. Donc, nous avons Mars, Jupiter, Saturne, Apollon, qui est le plus important, parce que c'est le Soleil, et Giulio Camillo del Minio se considérait un magicien solaire, avec de pouvoirs solaires. Et bon, ça correspond aussi aux 7 jours de la création et aux 7 premières séphirotes, donc ces noms divins des anges de la Kabbale. Donc, en suivant la coutume des théâtres antiques, donc, où les personnes plus importantes étaient assises aux places les plus basses, Camillo place au degré inférieur les principes premiers, pour placer tout en haut les arts et les sciences humaines, sous le nom de Prométhée. Et il faut ajouter un petit détail essentiel qu'en fait, sous chaque gradant, en fait, sous chaque image qui appartient au gradant, donc il y en a 49, il place des coffrets. Donc il y a des réserves de textes, des fragments, des dialogues, des topiques, principalement attribués à Cicéron ou à d'autres choses qui appartiennent à l'Antiquité. Donc c'est un dispositif texte-image immense, donc qui a l'unité donnée par l'architecture en fait de tout ça. Donc après, en fait, la chose qui est curieuse, c'est que parfois on pourrait se tromper en disant bon, tout ce dispositif n'a rien à faire avec la tradition classique de la mémoire où on place des choses, parce qu'il y a toute la question hermétique, kabbalistique, même astrale, ou même de talisman, qui a changé la chose. Mais la chose intéressante, c'est que Camillo, il conserve la structure de l'ars memoriae classique, donc d'Aristote. Donc il y a des lieux, des images et un ordre. C'est assez simple. La chose qui change, c'est la nature des images. En fait, les images ne sont seulement plus des repères pour se souvenir, mais elles deviennent des puissances, des opérateurs et des forces capables d'activer un discours. Donc, à l'intérieur de ces cadres, chaque degré du théâtre porte un nom, et ces noms ne sont pas décoratifs. Ce sont des espèces de seuils d'activation, de portes mnémotechniques. Donc, au premier degré, là on ne le voit pas, bon, donc au premier degré, on l'a déjà dit, on a les planètes et les anges qui sont ces séphirotes. Le deuxième degré, c'est celui du convivio. Donc, le deuxième gradant, c'est le convivio, c'est un banquet, c'est la scène de la parole. Il est tiré de la fable de l'océan qui invite tous les dieux à ce banquet et traite des idées. Le troisième s'appelle Antro, donc c'est la caverne. Ça renvoie pas à la République de Platon, mais à celle d'Ithaque, où il y a des nymphes qui tissent de toiles de pourpre. Ouais, et ça concerne les choses mêlées ambiguës, situées à la limite de la rationalité. Ça, j'aurais transcrit de Delminio de son texte un peu délirante, qu'est-ce que ça veut dire. Après, il y a le gradant de la Gorgone, donc il renvoie à l'image des sœurs aveugles qui n'avaient qu'un seul œil, et là demeure tout le mystère. Le rayon divin doit être au dehors et non en nous. Donc c'est un degré qui traite de l'homme à l'intérieur, qui est présenté comme la dernière et la plus noble créature faite par Dieu à son image. Le cinquième, c'est Pacify et le taureau. Donc ça concerne l'âme tombée dans le désir du corps. Il traite de ce qui appartient non seulement à l'homme intérieur, mais aussi à ce qui est encore recouvert par l'homme extérieur. Bon, le sixième, c'est les sandales ailées de Mercure. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais techniquement, ça concerne les opérations que l'on peut accomplir dans les degrés inférieurs. Et bon, en dehors de tout art et avec des puissances naturelles. Et après, il y a le degré de Prométhée, qui est le plus simple, parce que Prométhée représente la technique, l'invention et les sciences et la capacité humaine de transformer des choses. Et en fait, à partir de gradants supérieurs, on peut redescendre en bas et tout ça peut se mélanger. Donc, bon, c'est une machine qui ne retient pas qu'un discours, mais il peut produire des discours à l'infini selon un schéma classique. Je vais juste lire 2 lignes de Lina Bolzoni, qui est celle qui a traduit le texte. Donc, il dit que le théâtre est une machine rhétorique, une machine d'invention. Il ne sert pas seulement à stocker des contenus,
mais à condenser dans un dispositif visible les mécanismes même de la rhétorique. Camille prétend avoir rassemblé tout ce que l'on trouve chez Cicéron sur chaque sujet, mais surtout, il prétend avoir soumis Cicéron à une véritable anatomie. C'est intéressant que ça ressemble aussi beaucoup au théâtre anatomique qui était très à la mode à l'époque. Mais surtout, il prétend avoir soumis Cicéron à une véritable anatomie. Il découpe, classe et redistribue des fragments, des topiques, des figures, afin que l'orateur puisse non seulement retrouver une matière, mais produire à nouveau une parole. Donc, ce n'est pas juste un édifice de mémoire, mais c'est une machine combinatoire. Bon, après Camille qui disparaît, bon, il reste quand même une figure très importante. Il y a des gens même, des mythomanes qui racontent d'avoir retrouvé la machine rhétorique chez eux, en Sévélie dans un jardin. Mais c'était une figure qui disparaît. L'art de la mémoire, par contre, il continue, surtout avec l'œuvre de Giordano Bruno et Robert Fludd, qui sont des auteurs très très intéressants. Et aujourd'hui, bon, c'est quelque chose qui a un peu disparu dans les souterrains de la modernité. Mais bon, par contre, tout ça, ça nous laisse une question importante. C'est peut-être, ça peut nous obliger à repenser qu'est-ce que c'est la mémoire ou qu'est-ce que nous définissons comme mémoire. Donc, moi, je suis arrivé à... Bon, j'écris ces lignes ici. Donc, en fait, la mémoire, de ce que je comprends, c'est pas juste une technique d'archivage ou quelque chose qui nous permet d'enregistrer des événements. La mémoire, elle a une dimension ontologique. Donc, c'est ce qui permet aux choses du passé d'exister dans le présent, ou quand même d'exister dans le moment. Donc, je reprends Paul dans Lettres aux Hébreux. Il dit que la foi est la substance des choses espérées. Et j'aimerais bien faire une petite analogie en disant que la mémoire est la substance des choses passées. En fait, c'est cet objet, cette chose qui permet leur, ou cette intensité, qui leur permet d'avoir une présence et qui les maintient ouverts dans le temps. Mais le temps de la mémoire n'est pas un temps chronologique, on le voit dans le théâtre. Ce n'est pas seulement un temps de succession, d'avant ou d'après. C'est un temps qui est discontinu, un temps qui est fait d'irruption et d'instant. C'est ce qu'on appelle le kairos dans le monde grec, donc c'est un temps qualitatif qui dure un instant. Donc, et pour moi, c'est le geste même de la mémoire, en fait. C'est de saisir un instant, de le soustraire à la simple continuité du temps et de le rendre à nouveau active. Et c'est pourquoi, en fait, moi, ce théâtre de la mémoire, ça m'a fait toujours penser au musée, en fait. Et rentrer dans un musée, c'est jamais un geste neutre. Et ce n'est pas seulement regarder des objets qui sont posés dans un mur ou par terre. C'est rencontrer un passé qui ne passe pas entièrement, mais un passé qui revient en tout le temps. Non pas comme nostalgie, mais comme réserve de forme, de gestes, des possibilités qui sont toujours là pour être activées. Donc les œuvres ne sont pas seulement de traces, comme ces traités de Cicéron ou ces autres textes que Del Minio cache dans ses coffrets, mais c'est des tensions conservées, capables de se réactiver dans le présent. Ça suffit connaître les gestes pour le faire. Et c'est précisément ce que Warburg avait compris avec son atlas Mnémosyne, en fait. Mnémosyne, bon, déesse de la mémoire, où pour lui, la mémoire occidentale ne se transmet pas seulement par des textes, mais par des gestes qui sont cristallisés, qui sont ces figures en tension, ces pathos formels. Et l'atlas de Warburg, à la fois, est un pesamment un théâtre de la mémoire moderne, en fait, un dispositif qui, pour une architecture qui n'est pas du tout vitruvienne, mais plutôt la constellation d'images, qui se déploie dans une horizontalité ou dans un tourbillon, nous permet d'avoir remonté à travers les siècles les mêmes formes, les mêmes intensités, les mêmes survivances, en fait, qui peut nous raconter qu'est-ce qui nous sommes aujourd'hui. Donc, ce théâtre de Camille, qui est un objet tout à fait étrange, construit par un homme bizarre, ça peut être intéressant de le voir survivre, pas comme objet, mais comme question ouverte sur qu'est-ce que c'est la mémoire, en fait. Et aujourd'hui, quelle machine, quel dispositif ou quelle forme peut encore aujourd'hui rendre visible ce qui demeure enfoui ou enseveli et maintenir vivant ce qui, dans le passé, n'a pas encore cessé d'agir, mais continue à nous questionner. Donc ça, c'est un peu tout ce que je vais dire sur cet objet.